Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous vous souvenez peut-être de la collection Lagarde et Michard. C'est une collection de littérature qui a commencé à paraître en 1948 et qui s'est imposée très rapidement comme la collection de littérature la plus utilisée dans les collèges et les lycées. Et c'est à travers cette collection que des générations de lycéens, dont j'ai fait partie avec bonheur, ont appris à connaître la littérature française. La collection initiale comportait 5 volumes, classés selon l'ordre chronologique du Moyen-Âge au XIXe siècle. Le volume du XXe siècle, en effet, n'est paru que bien plus tard, au début des années 1960. Le corpus que j'ai choisi correspond donc à ces 5 volumes. L'objectif de cette collection, tel qu'il est affiché dès le premier volume, est un objectif à la fois culturel et éducatif. Il s'agit de faire connaître aux élèves les œuvres et les auteurs de la littérature française. Et cette connaissance des œuvres et des auteurs s'inscrit dans celle de l'histoire littéraire, de l'histoire tout court et de la civilisation, selon les termes mêmes des auteurs. Alors, il n'était donc pas aberrant d'aller rechercher dans cette collection si le thème de l'alimentation était présent et de quelle manière il était traité. L'exposé qui va suivre se déroulera en 3 temps. D'abord, quelles sont les traces de ce thème dans les 5 volumes de la collection. Ensuite, de quelle manière la présentation de ce thème évolue au fil des siècles et des volumes. Et enfin, donc, quelles conclusions et remarques peut-on en tirer? La présence du thème dans les ouvrages de la collection, eh bien, on voit qu'elle est constante. Elle est dans les 5 volumes du Moyen-Âge au XIXe siècle. Les volumes sont d'importance différente, de 242 pages au Moyen-Âge à 572 au XIXe siècle. Mais on trouve toujours des textes sur la nourriture et l'alimentation, à des degrés variables cependant. Il y en a beaucoup au Moyen-Âge, à peu près un texte pour 19 pages, disons en gros, et 3 fois moins au XVIIe siècle, où il n'y a que 7 textes sur 448 pages. Il existe également des images, à peu près, alors elles sont absentes ou à peu près au Moyen-Âge, XVIe et XIXe siècle, mais on en trouve un certain nombre, je veux dire, des images sur ce thème particulier. On en trouve donc un certain nombre dans les volumes du XVIIe et du XVIIIe siècle. Les auteurs, eh bien, ils sont variés. Si, sans surprise, on trouve Rabelais, Montaigne, La Fontaine ou Rousseau, d'autres sont plus inattendus et nous reviendrons ensuite sur la présentation qu'ils font de la nourriture. Au total, sur près de 2000 pages de l'ensemble de ces volumes, 27 auteurs, une 60aine de textes, sans compter les mentions en notes ou dans les présentations des auteurs. Un corpus donc non négligeable que nous allons examiner maintenant au fil des volumes. Au Moyen-Âge, comment se présente la nourriture? Eh bien, elle se présente surtout par son absence, c'est-à-dire que la nourriture est absente.
Mais on est toujours en quête de nourriture. C'est la faim qui est le thème principal de ce volume au Moyen-Âge. La nourriture, c'est une quête constante de la vie. Et elle est symbolisée par le personnage de Renard dans le roman de Renard, qui est lui-même, voilà une planche qui illustre le roman de Renard. À droite, vous avez en haut, dans la vignette la plus à droite, Renard et le corbeau, et au-dessous, Renard qui emporte Chanteclair dans sa gueule. Renard est toujours en quête de nourriture, comme les hommes apparemment de ce temps-là. Mais qui a faim réclame du pain. Et c'est le pain qui est le symbole ou l'équivalent de la nourriture. C'est quasiment un synonyme. Par exemple, au XIIe siècle, dans la chanson de geste Huon de Bordeaux, qui fait partie de la geste de Charlemagne, Huon, le chevalier Huon, rencontre dans une forêt le nain Oberon. Et Oberon lui dit « Tu n'as pas mangé depuis 3 jours passés, tu en auras en quantité et la nourriture que tu voudras. » Hélas, dit Huon, où trouver du pain ? Pain et nourriture sont exactement synonymes. L'absence de pain, l'absence de nourriture sont synonymes de pauvreté. Et la nourriture est déjà un marqueur social. Le pauvre est à la recherche de pain. Le riche, lui, il mange de la viande, du poisson et il boit du vin, qui sont les signes de richesse. Joinville, historien, au XIVe siècle, signale que Saint-Louis nourrit chaque jour 120 pauvres avec du pain, certes, mais aussi du vin, de la viande et du poisson. Et c'est un honneur, d'après Froissart, pour Du Guesclin, que d'aller s'asseoir à la table du roi. La nourriture est un signe de noblesse. Toutefois, le même Joinville loue la simplicité et la sobriété de Saint-Louis, qui se contente pour lui-même de nourriture simple et qui boit du vin coupé d'eau, du vin trempé, disait-on à l'époque. La nourriture, cependant, il ne faut pas l'oublier, c'est un don de Dieu. Oberon le dira d'ailleurs à Huon de Bordeaux. Et on se plaît à rappeler quand même que le début des malheurs de l'humanité vient de ce que Ève a croqué la pomme. Et c'est rappelé dans le théâtre religieux. La femme, d'ailleurs, dans les fabliaux, est gourmande et n'hésite pas pour cela, dans le dit des perdrix, à mentir à son mari. La faim et le pain au Moyen-Âge. Au XVIe siècle, l'angle de présentation se déplace. La religion est certes présente, mais présentée plutôt comme contrainte à la nourriture. Le poète Marot, par exemple, a eu des ennuis avec la justice parce qu'il avait mangé du lard en carême. Et il utilisera d'ailleurs l'expression « manger du lard en carême » dans le poème du Lion. Mais surtout, le problème de la nourriture au XVIe siècle n'apparaît plus comme étant la faim, mais comme étant une question de plaisir. C'est le rapport au corps, le plaisir de la nourriture, qui est dominant. Par exemple, chez Rabelais, Ronsard ou Montaigne. Le maître mot, finalement, c'est l'épicurisme. Et c'est de cette manière que les auteurs Lagarde et Michard intitulent une page consacrée à 2 odes de Ronsard, et ils l'appellent cette page « Chanson épicurienne ». C'est un titre du manuel. Et voilà le texte de Ronsard, qui est une ode au plaisir de boire et de manger. « Corridon marche devant, sache où le bon vin se vend, fais rafraîchir la bouteille, cherche une feuilleuse treille et des fleurs pour me coucher. Ne m'achète point de chair, car
tant soit-elle friande, l'été, je hais la viande. Achète des abricots, des pompons, des artichauts, des fraises et de la crème. C'est en été ce que j'aime. Plaisir non dissimulé. Rabelais est présenté dans le manuel comme médecin et comme quelqu'un qui réhabilite le corps. Se nourrir, c'est avoir du plaisir. Et les textes expriment cette gloire à la nourriture depuis les andouilles du quart-livre jusqu'à la dive bouteille qui domine le 5e livre. Nourriture parfois jusqu'à l'excès pour rire et aussi pour faire rire. Toutefois, trop de nourriture relève de la goinfrerie et est nocif pour la santé. Et cela doit être combattu. Pour Rabelais, le rapport juste entre nourriture et santé passe par l'éducation. Et le modèle en est l'éducation de Gargantua. Dans un premier temps, Gargantua, selon le manuel, était levé à la manière du Moyen-Âge, par des précepteurs sophistes, c'est-à-dire qui se lèvent tard et il passe l'essentiel de sa journée à manger des nourritures très riches et très grasses. Du coup, il est aussi sale et paresseux. Dans un second temps, il est éduqué par un précepteur humaniste, Ponocrates, et il lui faut certes toujours beaucoup de nourriture parce que c'est un géant, mais c'est une nourriture contrôlée. L'appétit vient parce qu'il a été stimulé par de nombreux exercices physiques et intellectuels, et le plaisir de la nourriture s'accompagne justement de la venue de cet appétit. Alors, l'idée même de Gargantua, la philosophie de l'ouvrage, se trouve exprimée dans une métaphore alimentaire que l'on trouve dans le prologue de Gargantua, celle de la substantifique moelle. Le prologue est adressé non pas à des lecteurs, mais à des buveurs illustres. Bon, appel au plaisir de boire. Mais la métaphore de la substantifique moelle, c'est qu'il faut rompre l'os, c'est-à-dire l'apparence, pour arriver à l'essentiel, à la gourmandise cachée. Et cette nouvelle philosophie de la nourriture, elle est également développée chez Montaigne, qui affirme que nature est un doux guide, mais un guide prudent et sage. Le plaisir de la nourriture, Montaigne l'assume. Il est gourmand lui-même, il le reconnaît. Il l'associe pourtant à la sobriété, en tout cas à la modération. Et il introduit une idée nouvelle, celle de la variété des goûts. Montaigne aime voyager. Un des textes du manuel s'intitule « L'art de voyager », encore un titre donné par les auteurs. Et dans ce texte, L'art de voyager, tout un passage est consacré à la nourriture. Par exemple, vous avez le texte là, mais signalons par exemple la diversité des façons d'une nation à l'autre ne me touche que par le plaisir de la variété. Chaque usage a sa raison. Ou encore, quand j'ai été ailleurs qu'en France et que pour me faire courtoisie, on m'a demandé si je voulais être servi à la française, je m'en suis moquée et me suis toujours jetée aux tables les plus épaisses d'étrangers, c'est-à-dire que je suis allée manger à la manière du pays. Donc, d'après ces textes, le plaisir de manger, oui, avec modération, oui, et tout cela, tout de même, est le reflet d'une éducation. Qu'apporte le XVIIe siècle ? On retrouve cette idée, fil rouge depuis le Moyen-Âge, que être riche, c'est bien manger viande et poisson et boire du vin. Dès le début du volume,
la présentation du poète Saint-Amand par le manuel insiste sur le fait que c'est un gros mangeur et un gros buveur. Cela est montré par un texte, mais également par une illustration que vous avez là, à droite, en 2 parties, un tableau de Jordaens, Le Roi boit, une gravure au-dessous que j'ai un petit peu grossi pour vous faire voir la légende, le vin et le tabac également chers au cœur de Saint-Amand, poète bon vivant de la crevaille. On met l'accent, là encore, sur le plaisir de manger. Mais des idées nouvelles vont apparaître dans ce volume. Ce qui est prôné, c'est ce que j'ai appelé une sobriété élégante, que l'on trouve par exemple dans les textes de La Fontaine. Les repas doivent être agréables, champêtres, rustiques, proches du terroir. Vous voyez qu'on avait déjà inventé à l'époque la notion de circuit court. Il se moque des goûts de luxe des seigneurs. La bonne nourriture est une nourriture rustique. Toutefois, la nourriture est toujours un marqueur de classe sociale. Dans la fable Le jardinier et son seigneur, le seigneur arrive à l'improviste chez son jardinier et donc réclame à manger, et donc on cherche, vos poulets sont-ils tendres, demande-t-il. On cherche des poulets tendres, des fricassés, on lui fait des fricassés, on cherche du jambon, on cherche du vin, parce que c'est le Seigneur et que le Seigneur boit du vin. Mais ce n'est pas l'ordinaire du jardinier, cela, c'est celui que le jardinier pense être celui du Seigneur. Cette idée qu'il y a 2 types de repas, le repas simple, rustique, et le repas des riches, des nobles, est représentée curieusement d'ailleurs au chapitre de la Bruyère, par 2 tableaux, là encore par une illustration en 2 tableaux. D'un côté, un repas de paysans par Louis Le Nain, qui mange du pain, qui boivent du vin, repas de simplicité, de convivialité, une certaine frugalité, et à droite, au contraire, une table princière avec tout le décorum et l'abondance nécessaire. Mais ce qui est nouveau et qui apparaît seulement au XVIIe siècle, c'est que pour bien manger, il ne suffit pas de modérer la quantité ou de choisir la qualité des aliments, mais c'est aussi une question de bonne manière, de façon de se tenir à table. Et le symbole de cela, c'est le texte de la Bruyère, Gnathon, le portrait de Gnathon. Qui est Gnathon ? Gnathon, c'est quelqu'un qui se goinfre, qui mange gloutonnement et qui de plus mange salement, de façon très grossière. Donc, le bien manger est encore une question d'éducation, mais cette fois-ci sur le comportement à table. Il y a tout un chapitre dans ce volume sur la préciosité. Et dans ce chapitre-là, rien sur l'alimentation. Ça n'a rien d'étonnant. Pour les précieux, parler du ventre, c'est vulgaire. On ne parle de rien qui se trouve entre le cœur et les pieds. Alors même que les repas des riches sont très copieux. C'est peut-être une explication au petit nombre de textes qui, au XVIIe siècle, dans ce volume du XVIIe siècle, donc, se trouvent là. Au XVIIIe siècle, on va retrouver un certain nombre des thèmes précédents. La vulgarité du trop-plein et l'étalage de la richesse sont moqués par Montesquieu. Rousseau ou Bernardin de Saint-Pierre font l'éloge de la sobriété et de la frugalité. Mais dans ce volume du XVIIIe siècle, ce qui me frappe, c'est une sorte de double tension. D'un côté, la
frugalité, certes, représentée par certains textes de Voltaire, et ici par l'illustration qui se trouve au-dessus, dans la partie supérieure, Voltaire attablé auprès de paysans et qui reçoit quelques malheureux. Bon. Mais ce retour à la frugalité va plus loin que dans les siècles précédents. C'est un retour à la nature, c'est un retour à la vie primitive. Buffon parle vraiment des premiers hommes, de la vie et de la nourriture des premiers hommes. Montesquieu parle de la nourriture des troglodytes. Rousseau fait appel à une nourriture rustique, la plus proche possible justement de cette vie primitive qui lui paraît être le symbole du bonheur. Bernardin de Saint-Pierre montre qu'il s'intéresse aussi à la nourriture et fait l'éloge de repas, encore une fois champêtres, laitages, légumes et fruits, mais quelque chose d'amusant aussi, il parle de repas qui lui paraissent réussis parce qu'ils sont faits de mets qui n'ont coûté la vie à aucun animal, du véganisme avant l'heure, en quelque sorte. À l'inverse, eh bien, plusieurs textes parlent du luxe. Et le luxe se marque notamment par la nourriture. C'est un texte de Voltaire qui exalte le superflu, chose bien nécessaire. Dit-il, Moreau parle du bon temps que ce siècle de fer. Le luxe, qu'est-ce que c'est ? C'est la bonne nourriture, c'est le vin, mais attention, des vins fins, des mets, mais qui sont recherchés, raffinés, exotiques. Et c'est le même Voltaire qui, d'un côté, prône la vie simple auprès des paysans, et de l'autre côté, l'attrait pour le luxe et les biens raffinés. C'est une question de choix encore de bonne société. Le XIXe siècle change de ton. La nourriture, certes toujours un don de Dieu, et Chateaubriand le dit dans Atala ou dans Les Martyrs, qui font un repas à base de pain et de vin, comme la scène du Christ. Certes, il y a aussi la frugalité champêtre qui est chantée par Nerval dans Sylvie, avec des repas à base de lait, de pain bis, de sucre, de fruits, de lard et d'œufs, ou George Sand avec le repas des bûcherons, qui sont aussi des repas, des moments de convivialité et de simplicité. Mais la nouveauté, c'est que la nourriture devient la métaphore constante de la vie, chez les poètes comme chez les romanciers. Il y a ici une illustration des Halles, et la légende de cette illustration, c'est une de ces scènes animées que Zola décrit dans Le ventre de Paris. Le ventre de Paris, c'est le grouillement de la vie et le grouillement de la nourriture. Il n'y aura pas de texte de Zola dans le manuel. Il y a seulement cette image qui y fait allusion. Ce qui est assez remarquable aussi, c'est qu'il y a un déplacement de la nourriture vers la boisson alcoolisée. Le vin, c'est le vin qui est omniprésent dans ce volume du XIXe siècle. À la fois chez Chateaubriand, chez Musset, parce qu'il représente la jeunesse, on parle du vin de la jeunesse, chez George Sand, avec le repas des bûcheux, ou le festin, des festins aussi campagnards. Le vin peut être sujet de ridicule chez Musset, avec Bazaine, dans On ne badine pas avec l'amour, qui est comparé à un tonneau.
tout simplement, ou dénigré sous forme d'orgie par Flaubert dans l'orgie barbare de Salammbô. Il peut être aussi glorifié par Baudelaire dans son poème « Enivrez-vous ». Et c'est donc une rupture avec cette vision aristocratique qui était celle du XVIIe et du XIXe siècle. Quand Baudelaire dit « enivrez-vous » de vin, de poésie ou de vertu à votre gré, c'est quand même une volonté de casser les codes. Et comme au XVIe siècle, la misère, c'est bien le manque de pain. Et c'est devenu aussi le fait de sombrer dans l'alcool, comme Zola le montre pour Gervaise et Lantier dans L'Assommoir. Et le volume se clôt sur un poème de Moréas qui commence par « Ne dites pas, la vie est un joyeux festin, ou c'est d'un esprit sot, ou c'est d'une âme basse. » Et les auteurs du manuel mettent en note que je trouve amusante. C'est une formule épicurienne pourtant souvent reprise par nos poètes, comme La Fontaine. La vie est un banquet. Au XIXe siècle, la vie n'est plus un banquet. Alors, quelles sont les questions que l'on peut se poser à propos de cette présentation? La première question, c'est est-ce que ces présentations de la nourriture, sont un reflet de la culture alimentaire de l'époque? Ça, c'est à voir avec les historiens de l'alimentation, ce que l'on aurait pu faire si l'on avait eu une table ronde, une véritable table ronde. En tout cas, ils sont en relation certainement, ces textes, avec l'histoire littéraire et les orientations littéraires du moment. Par exemple, la préciosité. La préciosité qui fait qu'on ne va pas parler de nourriture parce qu'on ne parle pas de ce qui relève des fonctions animales. Le fait de présenter les textes sous forme d'extraits comporte-t-il des limites? Oui, forcément, puisqu'on peut se demander si d'autres textes n'auraient pas pu être choisis et qui soient plus évocateurs, reflétant mieux cette culture alimentaire de l'époque. En particulier pour Flaubert. Quand on pense à Flaubert, on s'attendrait à trouver le texte de Madame Bovary de La Noce normande, qui ne figure pas. Et à la place, il y a L'orgie des barbares dans Salammbô. On attendrait aussi le texte de Zola sur Le ventre de Paris. Il y a une illustration, il n'y a pas de texte. Mais bon, on connaît les limites du choix des extraits. Surtout, on peut se demander quel est le modèle culturel qui est diffusé. Quelle vision donne-t-on de la nourriture dans l'ensemble de ces volumes par le choix de ces textes? Il y a un certain nombre d'idées fortes. La nourriture, d'abord, est un marqueur social. Au Moyen-Âge et au XVIe siècle, l'accent est mis sur la faim et sur le manque de nourriture. On le retrouvera ensuite au XIXe avec Zola. Ensuite, la présentation de la nourriture, c'est un problème de bonne société, au XVIIe et au XVIIIe siècle notamment. Et cette bonne nourriture est une affaire d'éducation. Ça, c'est une continuité du XVIe siècle au XIXe. Ce n'est pas simplement une affaire de moyens matériels, c'est une affaire d'éducation, tant dans la quantité des aliments que dans leur choix, dans la qualité, et également dans les manières d'ingérer la nourriture. Et le modèle qui se dégage, c'est quand même, d'une façon générale, le modèle antique du rien de trop, un modèle de modération. Les excès sont stigmatisés ou moqués, voire condamnés, et se dégage depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle progressivement un éloge de la modération dans le choix des aliments et dans leur quantité également. Et l'accent est mis constamment sur les nourritures simples et naturelles, alors que ce n'était peut-être pas du tout le cas des repas de l'époque. C'est finalement
une philosophie de l'alimentation qui se dégage au fil des pages et une philosophie de l'alimentation dont nous sommes probablement les héritiers. Je vous remercie de votre attention.